La plus grande erreur qu'une femme puissante puisse commettre est de se herpetisser simplement pour protéger l'ego fragile d'un homme. Je m'appelle Cora. J'ai 32 ans et, pendant 2 ans, j'ai caché mes véritables capacités derrière la vie tranquille d'une femme au foyer dévouée. Cette illusion a volé en éclats lors d'une fête de famille bondée à Philadelphie. Mon mari se tenait au centre de notre salon, tenant une coupe de champagne pour célébrer sa promotion officielle au poste de directeur général. La pièce bourdonnait de félicitations jusqu'à ce qu'il tourne soudainement son regard vers moi. Il m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé les mots destinés à m'humilier. « Tu vis à mes crochets depuis 2 ans, a-t-il annoncé haut et fort. À part faire la cuisine. Tu es complètement inutile. Tu ne peux même pas me donner d'enfant. » Avant que l'écho de son insulte ne s'éteigne, sa mère s'est avancée. Elle a froidement fait glisser un ensemble préparé de papiers de divorce sur la table basse en vert. « Signe ici, a-t-elle exigé. Maintenant que mon fils est un cadre dirigeant. Tu n'es tout simplement plus assez bien pour lui. » Je n'ai pas crié ni fondé en larmes comme il s'attendait visiblement à ce que je le fasse. J'ai ressenti une clarté absolue et soudaine. J'ai calmement pris un stylo et signé mon nom au bas de la page sans lire une seule ligne. J'ai tourné le dos et je suis sorti par la porte, les laissant à leur jubilation arrogante. Ils pensaient avoir jeté une femme au foyer inutile sans réaliser qu'ils venaient de déclarer la guerre à la personne qui contrôlait secrètement l'ensemble de leurs moyens de subsistance. Si vous voulez voir la réalité dévastatrice qui l'attend au bureau demain matin, laissez un commentaire ci-dessous. Nous avons beaucoup d'autres histoires satisfaisantes qui vous attendent. Alors, assurez-vous de vous abonner à Revenge Mode dès maintenant pour ne jamais manquer un moment de karma. Continuons ce voyage. L'atmosphère suffocante du salon a été rapidement laissée derrière la porte fermée à claquer. J'ai marché tout droit dans le couloir vers la chambre principale sans regarder en arrière vers la célébration. J'ai tiré une petite valise en toile du placard et j'ai commencé à faire mes bagages avec une précision absolue. Je n'ai pris que les chemises en coton bon marché, les jeans délavés et les chaussures sans marque que j'avais portées au cours des 2 dernières années pour maintenir ma couverture. J'ai délibérément laissé tout le reste derrière moi. J'ai laissé le canapé en cuir italien personnalisé dans la tanière, la machine à espresso importée sur le comptoir de la cuisine et la collection cachée de montres dispendieuses dans le tiroir du bas. J'avais acheté tous ces articles en utilisant des comptes anonymes pour m'assurer qu'ils vivaient confortablement sans remettre en question mes origines. Maintenant, ils pouvaient garder les meubles. Mais ils perdraient complètement la base financière sur laquelle ils reposaient. J'ai fermé le sac à glissière. Je suis sorti par la porte d'entrée dans l'air frais de la nuit et j'ai commandé un taxi. Assise à l'arrière du taxi, naviguant à travers Philadelphie. J'ai regardé les lumières de la ville défiler à travers la fenêtre. Le silence à l'intérieur de la voiture m'a donné le temps de revoir la décision qui m'avait amené ici. Je suis l'unique héritière de l'un des plus grands conglomérats pharmaceutiques de la côte est. Toute ma vie a été définie par des salles de conseil et des personnes qui ne voyaient que les signes de dollars attachés à mon nom de famille. Il y a 2 ans, j'ai choisi de m'éloigner de cette réalité. J'ai emménagé dans une maison de banlieue moyenne et j'ai caché ma immense richesse derrière la façade d'une femme au foyer tranquille. Je voulais vérifier s'il était possible de faire l'expérience d'un amour désintéressé fondé sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Je lui ai donné mon temps et ma loyauté complète pour voir qui il était vraiment lorsqu'il pensait détenir tout le pouvoir. Le test était officiellement terminé. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai composé un numéro sécurisé. La ligne s'est ouverte. J'ai parlé directement à mon avocat, Franklin. Je l'ai informé que l'expérience domestique était définitivement conclue. Je lui ai ordonné de réactiver immédiatement mon habilitation exécutive au sein du conglomérat. Je lui ai dit de préparer les cadres juridiques pour une intervention d'entreprise rapide et de notifier aux membres principaux du conseil d'administration que mon congé sabbatique était terminé.
Franklin n'a posé aucune question inutile. Il s'est contenté d'accuser réception des directives et a promis que tous les protocoles numériques seraient opérationnels dans l'heure. J'ai raccroché le téléphone, sentant les dernières traces du personnage soumis se dissoudre. Le taxi s'est arrêté devant un immeuble résidentiel gardé dans le centre-ville de Philadelphie. J'ai payé le chauffeur et j'ai franchi les portes vitrées renforcées. Le concierge m'a reconnu instantanément, m'escortant jusqu'à l'ascenseur privé. Les portes s'ouvraient directement sur mon penthouse personnel. L'espace était vaste, minimaliste et équipé du plus haut niveau de sécurité numérique. Je suis entré dans la suite principale et j'ai posé le sac en toile sur le sol. J'ai retiré les vêtements en coton ordinaire. Je suis entré dans le placard et j'ai sorti un tailleur d'affaires sur mesure. En boutonnant le blazer, je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me fixait n'était plus une servante domestique attendant une validation. C'était un prédateur corporatif retournant sur son territoire. Je suis entré dans le bureau à la maison et me suis assise derrière le bureau en acier. J'ai démarré le serveur privé et me suis connecté au système exécutif interne en utilisant mes identifiants principaux. L'écran a illuminé la pièce, affichant l'architecture financière que je contrôlais en tant que plus grand actionnaire. Au cours des 2 dernières années, j'avais orchestré secrètement toute sa trajectoire de carrière. J'étais la main invisible approuvant les décisions d'investissement stratégiques qui favorisaient sa division. J'avais tranquillement alloué des budgets excédentaires à ces projets. J'avais directement acheminé nos clients corporatifs les plus lucratifs vers son département pour m'assurer que ses mesures de vente semblaient toujours impeccables. Je l'avais poussé vers le haut de l'échelle corporative échelon par échelon, lui laissant croire que sa promotion était le résultat de sa propre brillance. Sans une seconde d'hésitation, j'ai exécuté une série de contournements du système. J'ai révoqué chacun de ses privilèges cachés. J'ai coupé les flux budgétaires stratégiques alimentant son département et annulé les transferts de clients en attente programmés pour son portefeuille. Demain matin, il entrerait dans son nouveau rôle de dirigeant complètement dépouillé de mon levier secret. Il devrait enfin se tenir sur ses propres jambes. Et je savais exactement à quelle vitesse il s'effondrerait. À 20h30 ce soir-là, j'ai lancé une vidéoconférence sécurisée depuis le terminal de mon bureau. L'écran s'est divisé en 2 flux distincts lorsque les cadres supérieurs se sont connectés à la ligne cryptée. J'ai regardé le directeur des ressources humaines Marc et la directrice juridique Sarah. Ils semblaient tous deux vigilants et prêts. Comprenant qu'une convocation obligatoire un dimanche soir signalait une restructuration majeure de l'entreprise. J'ai contourné les salutations administratives standards et je suis allé directement aux directives opérationnelles concernant les annonces exécutives faites plus tôt dans l'après-midi. J'ai regardé droit dans l'écran et j'ai ordonné de suspendre immédiatement la nomination d'Iano, poste de directeur général, et de révoquer tous ses droits d'accès au système. Marc n'a pas hésité ni demandé de clarification concernant le revirement soudain. Il a tapé rapidement sur son clavier pour accéder à la base de données principale des employés. J'ai regardé le flux administratif en direct sur mon moniteur secondaire alors qu'il naviguait vers la liste des cadres. Il a localisé le profil d'emploi spécifique et a initié les protocoles de contournement. Marc a changé la désignation du statut d'emploi d'actif à enquête interne en cours avec quelques frappe rapide au clavier. Il a ensuite exécuté une commande réseau qui a coupé la connexion entre le serveur central et tous les appareils enregistrés sous ce profil spécifique. Le compte de messagerie de l'entreprise a été instantanément désactivé. Toute synchronisation de données en cours avec les téléphones mobiles ou les ordinateurs portables distants a cessé de façon permanente. L'isolement numérique était absolu et irréversible sans mon autorisation directe. J'ai ensuite tourné mon attention vers l'exposition financière et j'ai ordonné à Sarah de se coordonner avec le département de la trésorerie de l'entreprise. J'ai ordonné à l'équipe financière de bloquer la carte de crédit de l'entreprise émise pour le nouveau poste de directeur. Il devait geler chaque compte de dépenses et budget de voyage lié à son nom. Ce blocus financier était une précaution nécessaire pour empêcher tout détournement de fonds non
Autoriser ou toute dépense de représailles avant que le licenciement ne devienne public. L'équipe de trésorerie a exécuté le gel en quelques minutes. Elle a effectivement supprimé sa capacité à dépenser un seul centime de l'argent du conglomérat. Toutes les transactions en attente ont été signalées pour examen manuel et les systèmes de remboursement automatisé ont été mis hors ligne pour son profil. Franklin était assis en face de moi dans le bureau du Penthouse, surveillant tranquillement les flux de sécurité sur sa tablette. Il s'était déjà coordonné avec l'équipe de gestion des installations au siège principal. Franklin a hoché la tête et a confirmé que le système de sécurité du bâtiment avait également reçu l'ordre. Demain matin, sa carte d'accès sera désactivée directement au tourniquet. Le périmètre physique était désormais aussi impénétrable que le réseau numérique. Les gardiens de sécurité à la réception ont été mis à jour avec les nouveaux protocoles d'accès, garantissant qu'aucune entrée non autorisée ne pouvait se produire sous le couvert d'un badge exécutif. Le piège était parfaitement dressé, attendant que la cible y entre au début de la journée ouvrable standard. La dernière phase de la soirée a consisté à préparer la documentation justificative pour justifier le licenciement soudain et l'action en justice potentielle. J'ai rédigé une directive urgente au département de l'audit interne. J'ai ordonné aux auditeurs principaux de mobiliser leurs équipes et de travailler toute la nuit pour examiner les dossiers financiers de la division. Ils ont été instruits de passer en revue chaque rapport financier, réclamation de dépenses et contrat de distribution signés directement par lui au cours des 12 derniers mois. Je voulais une analyse médico-légale complète des flux de revenus et des accords avec les fournisseurs. Les auditeurs devaient retracer chaque dollar et vérifier la légitimité des partenaires logistiques tiers qu'il avait intégrés. Il ne s'agissait pas seulement d'un examen superficiel pour satisfaire au protocole des ressources humaines. C'était une enquête ciblée conçue pour découvrir toute divergence, rétrocession ou activité frauduleuse cachée dans les budgets départementaux. L'équipe d'audit a accusé réception du mandat et a commencé à extraire les fichiers archivés du stockage cloud sécurisé. Il passerait les 10 heures suivantes à disséquer une année de transactions d'entreprise, à la recherche des preuves exactes nécessaires pour transformer un simple licenciement en une grève juridique dévastatrice. J'ai fermé la session de la vidéoconférence et fermé le terminal, sachant que la machinerie de l'entreprise se déplaçait désormais sans relâche pour démanteler la carrière que j'avais autrefois construite. À 6 heures le lendemain matin, un coup sec a résonné dans le bureau silencieux du Penthouse avant que Franklin n'ouvre la porte et ne marche tout droit vers mon bureau. Il portait un dossier manille remarquablement épais contenant les rapports préliminaires compilés pendant la nuit par l'équipe d'audit interne et mes enquêteurs privés. Il a placé le document lourd directement devant moi et a reculé, me permettant d'examiner le renseignement recueilli en silence. J'ai ouvert la couverture et j'ai immédiatement commencé à examiner la première section de l'audit financier. Les feuilles de calcul imprimées détaillaient un drainage systématique et calculé de notre compte chèque conjoint au cours des 12 derniers mois. Yann avait secrètement transféré des dizaines de milliers de dollars de nos fonds partagés vers plusieurs comptes anonymes introuvables. Il a délibérément structuré les retraits en petits incréments aléatoires pour éviter de déclencher des alertes bancaires automatisées. Il a passé des mois à siphonner tranquillement l'argent que j'avais fourni pour les dépenses ménagères standard afin de servir son propre agenda caché, croyant que sa manipulation financière resterait indétectée sous mon extérieur passif. J'ai tourné la page et j'ai trouvé un dossier d'enquête séparé attaché au dossier bancaire. Franklin s'est avancé, pointant directement du doigt une photo de surveillance agrafée au sommet de la pile. Nous avons découvert qu'il entretenait une liaison extra-conjugale avec une femme nommée Ruby. Depuis 6 mois. Il a financé toutes ses dépenses, a déclaré Franklin. J'ai pris les photographies et examiné la chronologie de sa tromperie. Les images les capturaient en train de dîner dans des restaurants exclusifs, de sortir de boutiques de luxe et d'entrer dans un complexe d'appartements haut de gamme situé de l'autre côté de la ville.
Les dossiers financiers correspondants ont prouvé qu'il payait son loyer mensuel et finançait son style de vie somptueux en utilisant l'argent exact qu'il avait volé sur notre compte conjoint. J'ai regardé les reçus de cartes de crédit attachés détaillant les transactions pour des sacs à main de créateurs, des bijoux en diamant et des escapades de week-end coûteuses. Une réalisation mécanique froide s'est installée alors que je reliais les dates sur les reçus à son comportement agressif à la maison. Il avait acheté des biens de luxe pour sa jeune maîtresse tout en se tenant simultanément dans notre salon, me regardant de haut et m'insultant pour être un parasite inutile. Il avait construit toute sa persona arrogante et financé sa vie secrète en utilisant mes ressources financières tout en me traitant comme un fardeau. Je n'ai ressenti ni chagrin ni trahison en examinant les preuves photographiques. J'ai seulement ressenti un élan aigu et calculateur pour démanteler chaque confort qu'il croyait posséder. La maison qu'il occupait actuellement avec sa mère était la prochaine cible logique dans la séquence de recouvrement des actifs. J'ai rassemblé les photographies, les relevés bancaires et les feuilles de calcul d'audit, en alignant parfaitement les bords avant de les remettre à l'intérieur du dossier manille. J'ai fermé le dossier et ordonné froidement: préparez les documents immobiliers. J'ai acheté cette maison à 100% avec des liquidités révoquées. Son droit de résidence aujourd'hui. Franklin a hoché la tête instantanément, comprenant la trajectoire agressive de la stratégie juridique. Il a sorti son ordinateur portable de sa pochette et a commencé à rédiger le procès civil directement à mon bureau. Parce que j'avais transféré le montant total de l'achat directement à partir de ma fiducie privée, avant de lui permettre de mettre son nom sur l'acte. La propriété juridique est restée fortement en ma faveur. Franklin a utilisé une clause spécifique des lois de la propriété locale concernant la fraude financière pour initier un protocole de reprise de possession d'urgence. Il a préparé l'injonction à déposer auprès du tribunal municipal au moment où le juge président est arrivé dans les chambres. La manœuvre juridique a été conçue pour être rapide et absolue. Franklin a finalisé la pétition pour une ordonnance d'expulsion immédiate, citant la fraude financière documentée et la violation de l'obligation fiduciaire comme motifs principaux du mandat d'urgence. L'objectif était d'obtenir un verrouillage approuvé par le tribunal avant même qu'Yann ne comprenne que sa carrière d'entreprise était déjà terminée. Au moment où l'encre sécherait sur la signature du juge, Yann et sa famille seraient légalement interdits de franchir le seuil de cette propriété. Ils n'auraient pas l'occasion de revenir, de faire leur valise ou de tenter de réclamer l'un des actifs situés à l'intérieur de la résidence. J'ai regardé Franklin examiner les dernières pages de la poursuite, vérifiant chaque statut juridique pour s'assurer qu'il n'y avait pas de faille procédurale. La barricade juridique était maintenant entièrement construite. Il a transmis les dossiers numériques directement au système de classement du tribunal et a emballé son équipement en se préparant à exécuter le verrouillage physique plus tard dans cet après-midi. À 7h15 ce matin-là, le terminal de communication sécurisé de mon bureau a sonné avec une transmission en 32 haute priorité. L'équipe d'audit interne avait terminé son analyse médico-légale après avoir travaillé sans relâche toute la nuit. Le voyant lumineux clignotait régulièrement, indiquant un résumé exécutif urgent. J'ai ouvert l'interface réseau crypté et j'ai téléchargé les fichiers numériques attachés. Les documents étaient lourdement censurés et saturés de reflets rouges vifs pointant directement vers de graves anomalies opérationnelles au cours de la phase de distribution pharmaceutique. Les auditeurs avaient réussi à percer les disques départementaux protégés et à extraire les données d'approvisionnement brut. J'ai étendu les feuilles de calcul sur mes doubles moniteurs et j'ai commencé à analyser les transactions signalées. Les données ont révélé un modèle délibéré et haut de sophistication de sabotage d'entreprise conçu entièrement par Yann. Il avait systématiquement falsifié les rapports de revenus trimestriels pour gonfler artificiellement ses mesures de performance départementale. Au-delà des feuilles de calcul manipulées, les données brutes ont exposé un mécanisme de vol concret. Yann avait activement approuvé de faux dossiers de livraison autorisant des expéditions massives de
Notre inventaire médical a au rendement vers des sociétés écrans fictives. Il a exploité sa clairance administrative nouvellement acquise pour contourner les contrôles de conformité standard et enregistrer des fournisseurs fantômes dans le système d'approvisionnement de l'entreprise. Il a généré de fausses factures pour ses livraisons fantômes, empochant efficacement les commissions de distribution massive et canalisant le capital de l'entreprise dans ses propres comptes cachés. Le flux de la vidéoconférence s'est connecté automatiquement, affichant le chef de l'audit, David. Il était assis dans la salle de conférence principale du siège social entouré de piles de grands livres imprimés, l'air épuisé mais entièrement résolu. Il a ajusté son micro et a regardé directement dans l'objectif de la caméra pour livrer son évaluation finale. Madame la Présidente. Il a détourné des fonds de l'entreprise de manière continue au cours des 3 derniers trimestres. Ce comportement fournit des motifs suffisants pour des poursuites pénales, a rapporté David à travers l'écran. J'ai légèrement minimisé le flux de la vidéoconférence et j'ai ouvert le dossier financier personnel que Franklin avait livré 1 heure plus tôt. J'ai placé les feuilles de calcul de l'audit d'entreprise directement à côté des dossiers bancaires privés. J'ai commencé à croiser les dates et les valeurs monétaires exactes. Les chiffres s'alignaient parfaitement. Les paiements de commissions illicites extraits des sociétés écrans correspondaient au flux de trésorerie précis qu'Yann utilisait pour maintenir son style de vie luxueux nouvellement acquis. Chaque fois qu'une fausse expédition pharmaceutique était enregistrée dans le système de l'entreprise, un retrait correspondant apparaissait dans ses comptes cachés quelques jours plus tard pour financer des achats de créateurs, des dîners coûteux et des hébergements de luxe. Chaque dollar qu'il a utilisé pour soutenir sa maîtresse Ruby a été directement volé à mon conglomérat. Il n'a pas seulement trahi notre mariage. Il a méthodiquement pillé l'infrastructure que j'avais construite. Cette preuve définitive a mis en évidence sa corruption complète de l'intérieur. J'ai immédiatement contacté Sarah au département juridique en utilisant le canal administratif sécurisé. J'ai ordonné à son équipe de compiler les données brutes sans délai. Je leur ai demandé d'emballer les rapports de revenus falsifiés, les faux manifestes de livraison et les numéros de routage de la société écran dans un dossier juridique complet. Ils devaient rédiger un formulaire de dénonciation formelle et expédier immédiatement une copie certifiée de cette documentation frauduleuse à l'Agence fédérale d'enquête économique. L'initiation d'une enquête pénale formelle gèlerait définitivement ses qualifications professionnelles et couperait toute voie d'évacuation potentielle. Il ne pourrait pas démissionner tranquillement, négocier un plan de départ ou obtenir un autre poste de direction dans toute l'industrie. La barricade juridique était maintenant absolue. Les préparatifs étaient complètement finalisés. J'avais démantelé son accès financier, sécurisé mon bien immobilier et garanti sa poursuite pénale imminente. J'ai pris ma tasse de café en porcelaine et j'ai pris une gorgée lente et délibérée. J'ai détourné mon attention des moniteurs lumineux et j'ai regardé à travers le bureau. J'ai souri à Franklin, ressentant un sens froid et inébranlable de contrôle absolu sur la situation imminente. Laissez le directeur des ressources humaines lui faire un très bon accueil à 8 heures. Je veux qu'il comprenne ce que cela signifie de tout perdre, ai-je dit calmement. Franklin a hoché la tête en silence, rangeant sa tablette dans sa mallette, pleinement conscient que le piège était armé et attendait que la cible y entre. Exactement à 8 heures. L'atmosphère à l'intérieur du bureau de gestion exécutive était épaisse d'une tension inhabituelle et lourde. Yann est entré avec assurance dans le hall principal du conglomérat pharmaceutique. Il portait un costume cher nouvellement taillé, s'attendant clairement à une matinée remplie de félicitations et d'applaudissements de la part de ses subordonnés. Il a dépassé le bureau de réception sans regarder le personnel et s'est dirigé directement vers les ascenseurs exécutifs. Il a levé la main et a glissé sa carte d'accès contre le scanner de sécurité, au lieu du carillon habituel et de l'ouverture des portes en verre. Le système a émis une tonalité d'erreur dure. Un voyant rouge solide a clignoté sur le panneau du scanner. Fronçant les sourcils,
il a glissé la carte avec force une deuxième fois, puis une troisième. Les portes sont restées fermées hermétiquement et le voyant rouge a continué de clignoter, signalant un refus d'accès complet. Des dizaines d'employés arrivant pour leurs équipes du matin ont commencé à ralentir, observant le cadre nouvellement nommé en difficulté au point d'entrée. La porte en verre de la salle de conférence du rez-de-chaussée s'est ouverte. Mark, le directeur des ressources humaines, est sorti dans le hall. Il était flanqué de 2 grands gardiens de sécurité vêtus d'uniformes tactiques noirs. Mark portait une boîte en carton vide sous son bras gauche et tenait un document officiel estampillé d'un sceau d'entreprise rouge dans sa main droite. Il s'est arrêté directement devant les portes de sécurité verrouillées, regardant Yann à travers l'épaisse barrière de verre. Le hall est devenu complètement silencieux. Les murmures des employés observateurs ont cessé alors que tout le monde reconnaissait le protocole d'exécution corporative standard. Mark n'a pas offert de salutation polie ni demandé à Yann d'entrer dans une pièce privée. Il a levé le document et a commencé à lire l'ordre de licenciement officiel d'une voix claire et projetée qui a résonné sur le sol en marbre. Mark a déclaré qu'Yann avait été dépouillé de son titre de directeur général nouvellement nommé et licencié du conglomérat avec effet immédiat. Il a cité une grave fraude documentaire et le détournement systématique de fonds de l'entreprise comme motifs indiscutables du renvoi immédiat. Les employés environnants ont halté doucement, échangeant des regards choqués alors que les accusations de crimes financiers étaient étalées au milieu du hall principal. Yann est resté figé pendant une fraction de seconde avant que son visage ne devienne rouge vif d'une rage soudaine et incontrôlable. Il a claqué son poing contre la grille de sécurité, fixant le directeur des ressources humaines et les gardes. Vous êtes tous fous. Je viens d'être promu. Appelez le président du conglomérat ici pour moi. Immédiatement, a hurlé Yann, sa voix se craquelant de désespoir et de fureur. Mark n'a pas bronché face à cette explosion. Il a calmement retourné la lettre de licenciement, pressant l'arrière du document contre la barrière de verre pour que la signature autorisée soit parfaitement visible. La personne qui a signé cette décision de licenciement est la présidente du conglomérat et elle demande si vous reconnaissez la signature de votre femme, a répondu Mark uniformément. Avant qu'Yann ne puisse assimiler ces mots, l'immense écran de présentation à LED fixé au mur du hall principal a soudainement scintillé pour prendre vie. La vidéo promotionnelle standard de l'entreprise a disparu. Elle a été remplacée par un flux vidéo en direct provenant de la salle de conseil exécutif de haut niveau située au dernier étage du bâtiment. J'étais assise à la tête de la table en acajou sombre portant un tailleur pantalon strict, regardant directement dans l'objectif de la caméra. Tout le hall s'est tourné pour regarder la diffusion massive. Yann a lentement tourné la tête en suivant le regard collectif de ses anciens subordonnés. Il a levé les yeux vers l'écran imposant. Il a fixé mon visage magnifié au-dessus de lui. Le sang s'est complètement retiré de son visage, le laissant pâle et tremblant. Ses jambes ont cédé, le faisant trébucher en arrière et s'appuyer lourdement contre le scanner de sécurité pour un soutien physique. La posture arrogante avec laquelle il était entré dans le bâtiment s'est complètement évaporée. La réalisation l'a frappé avec une force physique. La femme qu'il avait publiquement humiliée et rejetée quelques heures plus tôt était exactement là. Même personne détenant le pouvoir absolu d'écraser sa carrière, ses finances et son avenir. Il a regardé en arrière vers la signature sur le verre, puis vers l'écran à nouveau. Piégé dans une réalité qu'il ne pouvait ni nier ni échapper. Les 2 gardiens de sécurité se sont avancés, initiant la neutralisation manuelle pour déverrouiller la porte en verre juste assez pour faire glisser la boîte en carton vide à travers l'ouverture. Ils lui ont ordonné de remettre immédiatement son téléphone professionnel et les clés de la voiture de fonction. Il a plongé ses mains dans ses poches en tremblant, en a retiré les objets et les a jetés dans la boîte. Il se tenait au centre du hall, entouré d'employés qui le dévisageaient, totalement dépouillé de sa dignité. À 16h ce même après-midi, Yann est sorti en trombe d'un taxi jaune avant qu'il ne s'immobilise complètement au bord du
Trottoir. Il a sprinté à travers la pelouse manucurée. Désespéré d'entrer dans la maison et de récupérer des documents précieux. De l'argent caché ou des bijoux avant que le gel juridique ne prenne effet total. Il a atteint le Porsche avant et s'est figé sur place. 4 entrepreneurs de sécurité privée vêtus d'équipements tactiques sombres étaient en train de démonter la lourde porte en bois. Ils avaient déjà enlevé les anciennes serrures en laiton et percé des trous pour installer un système de sécurité intelligent de haute qualité. Yann a crié, exigeant qu'il s'éloigne de sa propriété. Mais les entrepreneurs ont complètement ignoré ses ordres frénétiques et ont poursuivi leur travail. Mécanique. Un véhicule de covoiturage noir s'est garé dans l'allée juste derrière le taxi au ralenti. Mildred et Ruby sont sortis sur le pavé portant plusieurs grands sacs de courses d'une boutique haut de gamme du centre-ville. Elles se sont dirigées vers le Porsche. Initialement confuses par la présence de l'équipe de sécurité. Lorsque Ruby a vu les hommes remplacer les serrures, elle a jeté ses sacs de créateurs sur le trottoir et a marché d'un pas décidé sur les marchands. Béton. Elle a élevé la voix, criant agressivement aux entrepreneurs d'arrêter leur travail immédiatement. Elle a affirmé avec assurance qu'elle était la future propriétaire de la résidence et a menacé d'appeler la police locale pour les faire tous arrêter pour intrusion et dommages matériels. Une berline noire élégante s'est arrêtée en douceur le long du trottoir, se garant directement derrière le véhicule de covoiturage. J'ai ouvert la passager et suis descendu sur le pavé. Franklin est sorti du côté du conducteur, tenant un dossier en cuir épais dans sa main droite. Nous avons remonté l'allée pavée ensemble. Franklin tenait l'acte de propriété original et l'ordre d'expulsion officiel qu'un juge municipal avait signé et approuvé à peine 2 heures plus tôt. Les disputes bruyantes sur le Porsche ont cessé au moment exact où ils ont remarqué mon approche. Yann m'a regardé, les yeux écarquillés, avec un mélange de terreur et de colère persistante. Mildred a regardé dans un choc absolu. Incapable de comprendre ma transformation soudaine d'une femme au foyer tranquille en un cadre. Dirigeant commandant. Je me suis arrêté à la base des marches du Porsche. J'ai pris le dossier juridique de la main de Franklin et je l'ai jeté directement sur l'herbe. Leurs pieds. Les documents épais se sont épanouis clairement, affichant les sceaux de tribunal rouge vif et le texte audacieux du mandat d'expulsion. Je les ai regardés froidement et j'ai déclaré. Cette maison a été achetée entièrement avec mes fonds personnels. Vous avez exactement 10 minutes pour emballer vos effets personnels et sortir d'ici. Yann a fixé l'avis d'expulsion des yeux, réalisant enfin que sa destruction financière était absolue et inéchantable. Il n'avait pas d'accès bancaire, pas de travail, et maintenant pas d'abri. Désespéré et paniqué, il s'est tourné vers Ruby. Il a tendu la main et a attiré son bras, la suppliant de l'aider à obtenir un appartement temporaire en utilisant l'argent qu'il lui avait donné au cours des derniers mois. Il a rapidement expliqué le licenciement corporatif et les accusations pénales imminentes pour détournement de fonds, la suppliant de lui offrir une bouée de sauvetage. Ruby a écouté ses aveux frénétiques dans un silence abasourdi. Elle a regardé son costume ruiné, son visage paniqué et les documents juridiques éparpillés sur la pelouse. La réalisation l'a frappée instantanément. Le cadre fortuné qu'elle avait sécurisé était maintenant un passif massif. Ruby a arraché son bras de l'emprise d'Yann, reculant avec un air de pur dégoût sur son visage. Elle a ricané. Penses-tu que je resterai avec un type sans le sou qui est sur le point d'aller en prison? Réveille-toi. Ruby a fait demi-tour sur ses talons, a ramassé ses sacs de course et a marché rapidement dans la rue sans se retourner. Yann a fait un bond en avant pour l'arrêter, mais Mildred a saisi son épaule, lui criant dessus pour avoir tout perdu et détruit leur vie pour une maîtresse qui venait de les abandonner. Yann a pivoté et a hurlé en retour contre sa mère, la blâmant d'avoir encouragé son arrogance et poussé au divorce. Ils se sont tenus sur le trottoir, se déchirant vicieusement avec des insultes et des accusations. La façade de leur famille parfaite s'est complètement brisée devant tout le quartier. Je ne suis pas resté pour regarder le reste de la pathétique dispute.
J'ai tourné le dos, je suis descendu dans l'allée et je suis monté dans la berline. J'ai tiré la lourde portière de la voiture pour la fermer, coupant ma connexion avec ces gens horribles pour de bon. 6 mois plus tard, les procédures judiciaires se sont conclues avec une efficacité remarquable. Le tribunal de la famille a finalisé les formalités de divorce sans la moindre complication. Parce que Franklin a présenté des preuves indéniables de ses graves violations de l'accord prénuptial et des poursuites économiques fédérales en cours. Le juge a complètement dépouillé Yann de tout droit de diviser nos biens matrimoniaux. Il a tenté de contester les décisions lors de l'audience finale. Mais les preuves documentaires accablantes ont laissé son conseil juridique complètement paralysé. Le marteau est tombé et le mariage a été officiellement dissous. Il est sorti de la salle d'audience avec absolument rien à son nom. Les dossiers détaillés de sa fraude d'entreprise et de son détournement flagrant se sont rapidement répandus dans les réseaux d'affaires professionnels. L'industrie pharmaceutique est étroitement liée et les vérifications d'antécédents sont rigoureuses. La conséquence pratique de ces actions est devenue immédiatement apparente. Pas une seule entreprise réputée n'était disposée à embaucher un cadre empêtré dans un scandale éthique et juridique massif. Sa réputation professionnelle a été définitivement détruite. Dépouillé de son identité corporative et confronté à des ordonnances de restitution judiciaire croissantes. Il a été forcé d'entrer dans le seul secteur qui ne nécessitait pas un casier judiciaire impeccable. Il travaille actuellement à des quarts épuisants effectuant un travail manuel lourd dans un entrepôt de logistique de banlieue juste pour effectuer des paiements minimaux sur ses pénalités financières ordonnées par le tribunal. Il passe ses journées à charger des cargaisons sur des camions de fret supervisés par des gestionnaires qui exigent des quotas opérationnels stricts. L'épuisement physique quotidien contraste fortement avec le luxueux bureau d'angle qu'il a brièvement occupé. Les dommages collatéraux de son arrogance se sont étendus directement à sa mère. Sans le soutien financier constant de son fils, Mildred ne pouvait plus maintenir son style de vie confortable. Face à la menace imminente de saisie bancaire et désespérée pour couvrir les honoraires d'avocat de la défense pénale incroyablement coûteux d'Yann, elle a été forcée de vendre sa vieille maison à une perte significative. Elle a liquidé ses actifs restants et a déménagé. Elle loue maintenant un petit appartement délabré dans la lointaine périphérie de la ville, vivant complètement isolée des cercles sociaux dont elle était autrefois si fière. Elle passe ses journées à compter les sous et à regretter le moment exact où elle a fait glisser ses papiers de divorce à travers la table. La jeune maîtresse qui a aidé à déclencher cet effondrement n'est pas restée pour partager le fardeau. Ruby a rapidement réalisé que le pipeline financier était définitivement coupé. Elle a méticuleusement rassemblé chaque pièce de bijoux de créateurs et accessoires de luxe qu'Yann lui avait acheté en utilisant des fonds volés. Elle a mis en gage les pièces Cartier pour de l'argent liquide afin de financer sa prochaine entreprise, passant à autre chose pour trouver une autre cible naïve à manipuler. Elle a fait ses valises et a disparu entièrement sans laisser une seule trace ou une adresse de réexpédition. Sa disparition soudaine a laissé Yann complètement seul, portant le poids écrasant d'une dette de carte de crédit massive qu'il ne possède absolument aucune capacité à rembourser. Quant à moi, j'ai complètement abandonné ce chapitre de mon passé. J'ai dirigé toute mon attention vers l'exercice de mon autorité exécutive sur le conglomérat pharmaceutique. Sans le poids mort d'un mariage toxique tirant mon attention loin de la salle du conseil, ma vision stratégique s'est affûtée. Au cours des 2 derniers trimestres, j'ai orchestré et exécuté 2 fusions d'entreprises majeures, élargissant considérablement notre réseau de distribution à travers la côte. J'ai établi un nouveau conseil de gouvernance d'entreprise pour assurer une transparence totale pour l'avenir. La restructuration interne a éliminé les éléments corrompus qu'il avait introduits. Par conséquent, j'ai guidé l'entreprise pour atteindre des chiffres de revenus records pour le prochain exercice financier. La leçon la plus précieuse que j'ai tirée de cette expérience est que l'indépendance financière et le contrôle de soi absolu servent de meilleure armure à une femme
Choisir de sacrifier ses propres ambitions et de cacher délibérément ses véritables capacités pour protéger l'ego de quelqu'un d'autre ne garantira jamais la loyauté. Cela ne fait que nourrir des individus arrogants et délirants qui confondent votre grâce tranquille avec de la faiblesse. Dans la dure réalité du monde réel, la tromperie, le détournement calculé et l'exploitation impitoyable des autres ne sont jamais des stratégies durables. Ils exigent toujours un prix incroyablement lourd lorsqu'ils sont exposés à l'examen implacable de la loi et aux conséquences inflexibles de la réalité. La vérité démantèlera toujours une fondation construite entièrement sur des mensonges. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la toute dernière seconde. J'apprécie vraiment le temps que vous avez passé à suivre ce voyage avec moi aujourd'hui. Que pensez-vous de la punition finale infligée aux traîtres? Veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre perspective personnelle sur le résultat et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu.